cette tyrannie, peut-être nous y sommes aussi, avec les fake news hein, et les complots, et le complotisme, le conspirationnisme, les faits alternatifs et tout ce qu'on peut dire ou trouver comme terme. En tout cas, quels sont les risques pour la démocratie? C'est ça notre sujet. Et nous avons deux invités de marque qui sont, si vous voulez venir ici, Divina Fraumex, et qui est sociologue des médias, et Rudi Reichstadt, qui est politologue et qui est le fondateur d'un site de salut public, je dois dire, qui est Conspiracy Watch, donc un site américain, enfin avec un titre américain, non, il est c'est un site français. C'est français, donc comment il faut dire en français alors? Conspiracy Watch. Conspiracy Watch, voilà. Et qui a été, dont il est le fondateur il y a 10 ans qu'il a fondé ce site. Donc je continue sur Divina Fraumex, donc sociologue des médias, qui a été reconnue par l'UNESCO et la communauté européenne. Et elle est professeure à la Sorbonne. Et elle a une chaire attribuée par l'UNESCO à ce lieu-là, la Sorbonne Nouvelle, qui a la dénomination savoir devenir à l'ère du développement numérique. Et voilà, et les deux sont auteurs de livres qui sont là. D'abord, Divina Fraumex, elle a écrit « Faut-il avoir peur des fake news ?» sorti en juin, seulement en juin de cette année, 2019, et Rudi Reichstadt, « L'opium des imbéciles », c'est un titre sulfureux, et ça continue avec le sous-titre très combatif, la critique des complotismes est un sport de combat. Et effectivement, il en fait encore un sport de combat parce que c'est en fait ça date de loin, en fait, 2002, hein, son intérêt pour ces théories du complot et le conspirationnisme, parce qu'avec l'attaque contre le World Trade Center à New York, tout d'un coup, il y a eu plein de théories de complot qui ont surgi, on ne sait pas d'où. En tout cas, c'est ça qui l'a intéressé, pour voir de plus près et pour décortiquer et déconstruire toutes ces théories. Et pour, finalement, il y a 10 ans qu'il a fondé ce site. Il est aussi membre de la Fondation Jean Jaurès, qui a un observatoire de la radicalité politique. Bon, pour commencer, peut-être je voudrais vous poser deux questions. D'une part, pour l'une et l'autre, pour vous, je l'ai déjà annoncé un peu, comment vous êtes arrivé à vous occuper de cette question-là, de ce problème-là, qui est quand même épineux. Quel a été l'élément déclencheur? Je ne sais pas s'il est allumé, ouais. Alors, est-il allumé? Vous m'entendez? Oui. L'élément déclencheur, il y en a tellement. Ça vient en rafale. Ça fait longtemps que je m'occupe d'une catégorie que j'ai créée avec un certain nombre d'autres collègues qui s'appelle les contenus et les comportements à risque associés aux médias. Alors tout le monde pense à violence, pornographie, etc. Moi, je me suis très vite inquiétée des dimensions plus politiques de ces contenus et comportements à risque. Et je suis une des rares Françaises qui dit que les médias affectent nos comportements. Oui, parce que dans la communauté scientifique, les médias n'ont pas d'impact et n'ont pas d'effet. Voilà. On est en France sur la théorie des usages, et la théorie de l'usage, elle dit que quand on utilise, on ne tombe pas dans les pièges. Et moi, je suis dans la théorie des effets que je mitige avec celle des usages en appelant la théorie de la socialisation, c'est-à-dire que à force d'être entouré d'un écosystème médiatique, on acquiert des valeurs, des attitudes, des comportements
qui ne sont pas ceux de la famille, ceux des églises et ceux des écoles. Voilà. Et que la plupart des adultes sous-estiment à la fois le degré d'exposition des enfants, mais le leur aussi. Il n'y a rien de plus crédule que notre cerveau. Hein, et donc, on est formaté très très tôt, on a des attentes, des goûts qui sont formatés très très tôt par les médias. Et cela a des conséquences ensuite sur nos comportements dans la vie réelle. Et avec les médias sociaux, c'est encore plus amplifié. Les décisions que nous prenons en ligne ont des conséquences hors ligne. Et ça, c'est une grande nouveauté parce qu'on avait l'habitude de séparer. Ce qui se passe en ligne, c'est en ligne. L'expression URL, c'est voilà, ça se passe. Les jeunes jouent, c'est pas grave. Les gens se mettent dans des bulles de filtres ou dans des chambres d'écho, mais c'est entre eux, ça radote, etc., etc. Et on s'est pas rendu compte à quel point de plus en plus, les médias sociaux, avec les algorithmes, justement, toute la façon dont s'organise l'écosystème médiatique, dans le traçage, le profilage, etc., permet d'avoir des conséquences sur la vie réelle, IRL, in real life, comme disent les Américains. Et c'est ça qu'on voit, le phénomène des fake news. Alors, ce qui a été déclencheur, en plus de tout ça, donc, qui m'a conforté, moi, dans le fait qu'il fallait que je continue à réfléchir sur ces questions, c'est... d'une part, la rencontre avec Boris Cyrulnik, qui m'a dit, tu as raison, ça laisse des traces dans le cerveau. Là, ça m'a un peu inquiété. Parce que moi, je me dis, ça laisse des traces dans la vie réelle, passe encore, mais dans le cerveau. À la suite des attentats du 7 janvier 2015. Et il se trouve que j'étais directrice du CLEMI, du centre sur l'éducation aux médias et à l'information, et que je me suis retrouvée en première ligne avec les attentats donc, contre Je suis Charlie. Et il se trouve que je montais, en parlant de traumatisme, excusez-moi si je prends un peu de temps, il se trouve qu'au moment... L'élément déclencheur, il se trouve qu'au moment des attentats, moi j'étais en train de faire un montage d'une interview de Charb, qui disait « Je peux mourir maintenant, j'ai réalisé mes 2 rêves. Je travaille à Charlie Hebdo et j'ai rencontré... Plantu non, Cabu, merci, tout d'un coup j'ai eu un trou. Et je me disais avec le monteur, ça c'est provocateur, c'est risqué, il est déjà menacé, on va pas le mettre. Et à ce moment-là, quelqu'un arrive derrière moi et me dit, il vient de mourir. Ouais. Alors là, le in real life, je vous raconte pas, quoi. Et le ministère a tout de suite dit, c'est le CLEMI qui est la porte d'entrée unique, le guichet unique pour les enseignants, parce que le lendemain, c'était un vendredi. Il y avait école. Et il fallait qu'on prépare les élèves et les enseignants, comment réagir le jour d'après à un attentat de ce type-là. C'est-à-dire à la première attaque contre un organe de presse depuis très longtemps. On était temps, tout le monde, quoi. Il ne restait plus rien. Voilà, après ça, je me suis dit, bon, radicalisation, comment ça se passe, et après apparaissent tous les désordres de l'information, comme on le dit avec une autre collègue, Claire Wardle, dans lesquels il y a les théories complotistes, plus des formes de propagande extrêmement perverses, qui fait que nous sommes en fait dans des situations de guerre en temps de paix. D'accord. Et vous voulez dire quelque chose en plus de ce Oui. Oui, non, mais en fait, vous parliez de Charb. Et en fait, moi, j'avais interviewé Charb, je crois, en 2011, au moment où Charlie Hebdo avait été incendié. Et déjà, à l'époque, il y avait eu des théories du complot sur la toile, expliquant que c'était Charlie Hebdo qui avait eux-mêmes incendié leurs propres locaux pour faire parler d'eux, pour vendre, etc. On était quelques années après... voilà, ça les a relancés, etc. Et on était quelques années après l'affaire de la publication des caricatures, de mémoire c'est 2006. Et donc j'avais interviewé Charb à cette occasion. Oui, mais alors vous en pensez quoi, des gens qui vous accusent d'avoir incendié vous-même vos locaux? Vous avez dit qu'on était dans un délire complotiste, avec d'ailleurs une variante antisémite pour le coup, etc. Et voilà. Et alors évidemment, il n'y a pas de lien direct entre ça, entre ces théories du complot et ce qui s'est passé le 7 janvier 2015, absolument pas. En revanche,
ce qu'il est intéressant de noter, c'est que le complotisme, puisqu'on parle de terrorisme, là, on va rentrer dans le sujet, le complotisme est un moment du crime, et là singulièrement un moment du crime terroriste. Le complotisme nourrit l'imaginaire djihadiste, mais comme il a nourri l'imaginaire nazi, etc., comme il nourrit l'imaginaire de celui qui est passé à l'acte en Nouvelle-Zélande, à Christchurch, au début de l'année, comme il nourrit l'imaginaire de ce monsieur qui est allé faire des blessés à la mosquée de Bayonne il y a quelques semaines, avec l'idée qu'il fallait venger Notre-Dame, l'incendie de Notre-Dame, parce que pour lui c'était les musulmans qui avaient fait le coup, c'est pas du tout accidentel. Donc le complotisme est présent dans la vision du monde et dans la justification intellectuelle du passage à l'acte violent. Et il ne faut pas la négliger parce que je crois en fait que les tueurs, les assassins, les persécuteurs ont besoin de justifier à leurs propres yeux et aux yeux du monde leurs actions malveillantes, mauvaises et criminelles. Et puis le complotisme intervient à un second moment aussi, c'est lorsqu'il vient parachever le crime en le niant. Alors c'est le négationnisme qui vient dire mais non, de toute façon ça ne s'est jamais produit, il n'y a pas eu de chambre à gaz, les juifs mentent, etc. Les nazis n'ont jamais voulu exterminer les juifs, c'est un mythe. C'est les complotistes qui vous disent que après un attentat terroriste, en réalité ce n'est pas ce qu'on croit, c'est une opération sous faux drapeau, un false flag, etc. Et je crois qu'en fait c'est une continuation du crime par d'autres moyens. C'était très présent au moment du procès de Mehdi Nemmouche. Mehdi Nemmouche, c'est l'auteur de l'attentat contre le musée juif de Belgique en 2014. Il a fait 4 victimes, dont deux ressortissants israéliens. Et les avocats de Mehdi Nemmouche, lui, a gardé le silence. Pendant son procès, il n'a pas voulu parler. Ces avocats, qui se trouvent avoir été les avocats de Dieudonné en Belgique, et qui sont eux-mêmes récipiendaires de quenelles d'or, un trophée qu'on remet à des gens qui sont particulièrement illustrés dans la mouvance dieudonniste, eh bien, ces avocats ont demandé à entendre l'ambassadeur d'Israël en Belgique, en défendant la thèse sur laquelle, en réalité, tout ça est un règlement de compte entre services qui leur étaient mandatés, que leurs clients auraient été mandatés par des services, etc. Donc, en gros, c'est pas du tout ce qu'on croyait. Et donc, je crois que ce complotisme, voilà, c'est un moment, à plusieurs titres, de l'acte terroriste, de l'acte criminel, de l'acte génocidaire aussi. Alors, justement, c'est une bonne transition avec la réponse à votre question du début. Pourquoi je me suis intéressé à ça? Je me suis intéressé au complotisme parce que je m'intéressais au négationnisme depuis longtemps, et parce que je suis, moi, contemporain, mais comme vous tous, je crois, dans cette salle des attentats du 11 septembre, j'avais 20 ans au moment des attentats du 11 septembre 2001. Donc j'ai vu ces choses-là monter, se développer. Je me rappelle très bien d'avoir vu Thierry Messant chez Thierry Ardisson en mars 2002, et j'ai vu ces choses-là monter, et je les ai trouvées inquiétantes parce que je voyais qu'à travers le discours complotiste, on avait la même structure que dans le discours négationniste. Et ce dont je me suis aperçu en commençant à travailler dessus, c'est qu'en fait les mouvances, en tout cas la mouvance la plus active, la plus dynamique de ce qu'on appelle aujourd'hui la complosphère, eh bien, était intriquée totalement avec la mouvance négationniste. C'est pas du tout, pour le coup, un hasard si Dieudonné, en 2008, fait monter Robert Faurisson sur scène. En fait, en réalité, il est complètement imbriqué dans cette mouvance négationniste depuis des années, à ce moment-là. Il faut bien en avoir conscience. Voilà. Et aujourd'hui, on a évidemment des contenus négationnistes sur Égalité et Réconciliation, la plateforme d'Alain Soral, qui est le premier site à la fois complotiste, mais aussi le premier site politique français. Il faut bien réaliser ça. Et des contenus négationnistes qui ont essaimé, y compris sur d'autres plateformes complotistes. Et ce n'était pas le cas il y a seulement 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a des verrous qui ont sauté. Et ces verrous, notamment sur le thème du complot juif mondial, etc., sont des choses qui commencent à se banaliser, alors que il y a seulement 20 ans, c'était des choses qui étaient relativement confidentielles, ou en tout cas qu'on trouvait que dans l'extrême droite, j'ai envie de dire l'extrême droite néo-nazie, quoi, l'idée du complot juif mondial, etc. Donc voilà, c'est en partie pour cela, vous savez, on est condamné à reconstituer a posteriori les raisons qui nous ont poussé à commencer quelque chose, mais notamment pour cela. Voilà.
Ouais, ça faisait partie de mes questions. Comment faites-vous l'un et l'autre pour vous opposer à la Shoah, à ceux qui, les négationnistes qui nient absolument un fait qui est prouvé, ou par exemple, maintenant, il y a une recrudescence des platistes. Les platistes qui croient que la Terre n'est pas ronde, mais plate. Justement, on a vu un film dernièrement à Paris Science sur Curblind ou quelque chose comme ça. Il s'appelle Behind the Curve. Yes. Et comment on peut réagir? Comment on peut déconstruire ces choses-là? Alors, juste très, très rapidement, et après je vous cède la parole, sur le négationnisme, on est l'un des pays du monde, la France, où le négationnisme est le plus bas. Quand on teste ça dans les sondages, c'est 2-3% de la population, c'est-à-dire quasiment rien, c'est résiduel. En revanche, c'est un discours qui a des marges potentielles de progression, qui, à mon sens, a un avenir, malheureusement, parce que d'abord, l'événement va s'éloigner de nous, parce que aussi les survivants, les témoins vont disparaître dans les années qui viennent, et parce qu'on sait qu'il y a une corrélation entre la connaissance de cet événement et la résistance au négationnisme. Plus on connaît ce qui s'est passé, moins on est à même d'embrasser le discours négationniste. C'est donc aujourd'hui très contenu. Mais la question qui se pose, c'est les théories du complot qui circulent, qui naissent, qui émergent quotidiennement ou presque. Comment y résister? Eh bien, moi je crois en produisant un travail d'analyse critique. Conspiracy Watch, c'est une entreprise de harcèlement argumentatif. Il s'agit de dire, ok, vous nous dites de douter du réel, des faits établis. Eh bien, nous, on va expliquer pourquoi votre théorie du complot est douteuse et pourquoi on a des très bonnes raisons de la remettre en question, surtout quand on sait d'où elle vient. Donc, de renverser un peu contre les complotistes leur grande question rhétorique, à qui tout cela profite-t-il? Voilà. Donc voilà, c'est un travail argumentaire, argumentatif, de déconstruction, un travail critique. Oui. Alors, elle commence très fort, parce que je pensais qu'on allait finir avec ces questions-là. Je vais dans le même sens que Rémi. Hein. D'ailleurs, je m'inspire dans mes formations de... Pardon, Rémi. Ce soir, je suis très fatiguée, parce que c'est ma 4e intervention dans la semaine sur ces questions, tellement il y a un sentiment d'urgence. Donc c'est un des premiers sites que j'utilise parce que vous avez été un des premiers pédagogues de comment marche la rhétorique. Pas que du conspirationnisme, c'est la même sur tous les désordres de l'information dont on vient de parler, que ce soit la radicalisation en ligne, que ce soit la propagande, que ce soit le négationnisme, etc., sont tous ce même discours, qui est un discours très difficile à attaquer, puisqu'il dit « prouvez-nous qu'on a tort », avec des trucs qui relèvent de l'opinion. Donc évidemment, chacun a la sienne, et après, comment on fait, quoi. Donc c'est vrai que démanteler déjà la source de leur argumentaire, mettre le doute sur leur source à eux, parce qu'en général ils n'en doutent pas, c'est la première stratégie. C'est aussi ce qui les fait partir le plus vite quand on leur parle. Donc c'est une stratégie qui n'est pas marcher frontalement. Ça relève de tous les biais cognitifs dont vous avez sans doute entendu parler, qui sont des biais, donc des espèces de raccourcis de pensée qu'on développe en se socialisant avec les médias, entre autres, au fur et à mesure qu'on grandit. Et donc, on a des raccourcis, c'est très facile. Ah bon, tiens, il y a un nouveau président noir, comment il arrive au pouvoir? Ça doit être un reptilien. Vous êtes tous des reptiliens, j'espère, dans la salle. Voilà. Bon, ok. Voilà. La Terre est plate, mais vous inquiétez pas, non, l'eau tombe pas, parce qu'en fait, au bord, elle est courbée, c'est une petite soucoupe. Bon.
comment aller à la contre. Donc il faut remonter au biais et à comment il configure notre cerveau. C'est un niveau du Cyrulnik qui dit il y a des câblages, à force de répéter, à force d'être conforté dans la même chose. Il y a, on construit comme ça des heuristiques, vraiment des raccourcis. Donc moi, mon travail avec l'éducation aux médias et à l'information, qui est de décoder comment fonctionnent les médias, comment ils nous mettent ces heuristiques, c'est de proposer une contre-heuristique. Pas un contre-discours, parce que ça ne marche pas, mais des habitudes de penser, de réfléchir un peu différentes. J'appelle ça de l'air. R. AIR, pour que les gens s'en souviennent. Mais c'est un truc mnémotechnique. R, le A de analyser, I, le I de interpréter, et surtout le R de réagir. Parce que le problème, c'est que souvent, au niveau des personnes, on va dire, qui essaient de comprendre, etc., on est déjà satisfait quand on a compris, quand on a interprété. Et après, on se trouve complètement démuni quand on se dit, mais et après, qu'est-ce que je fais, moi? Et alors, quand vous parlez à des enfants, c'est encore pire. Donc, il faut leur dire, mais si, tu as des solutions, tu peux toi-même contribuer à renvoyer la balle dans l'autre camp, etc. Donc, l'idée de prenez de l'air, qui est ce qu'on essaye d'insuffler, nous, c'est fondamentalement comment on construit l'esprit critique, sans l'appeler comme ça, parce que ça aussi c'est un gros mot qui fait peur à tout le monde. Donc c'est tranquillement donner à chaque fois des codes, une rhétorique, surtout aller rechercher la motivation. Pas seulement la motivation de ceux qui créent ces fake news, parce que bon, et ces complots, etc., parce que ça c'est assez facilement trouvable, il suffit d'aller sur son site, mais c'est la motivation de ceux qui relaient. Parce que le problème maintenant, avec les médias sociaux, c'est qu'effectivement, tout ça, ça a toujours existé, et je vous rassure, ça touche 2 à 3% de la population française. Donc c'est relativement bien circonscrit, même si évidemment ça nous interpelle tous, parce que ça vient attaquer l'intégrité démocratique ou l'intégrité de l'information. Donc c'est des sujets qui nous heurtent. Mais attention à pas non plus trop gonfler, ça c'est aussi un biais cognitif. Mais donc l'idée, c'est quand même de, tout en gardant cette idée il n'y en a pas tant que ça, de construire des réponses et de se fonder à nouveau sur une autre façon de réfléchir, de voir les motivations et surtout se méfier de nous-mêmes parce que c'est nous qui amplifions. Et ça vient avec les médias sociaux et le fait que c'est quelque chose qui est récent, une dizaine d'années, qui nous pousse de plus en plus à aller vite par rapport à notre consommation d'informations et souvent à cliquer avant de réfléchir. Parce que c'est ce qu'on appelle le clickbait, parce que l'intitulé est amusant. Voilà, Obama reptilien, paf, j'envoie ça à mon copain parce que c'est trop drôle et je vais être le premier à le lui dire. Voilà, donc il y a réfléchir aux motivations, c'est pas seulement ceux qui créent les fake news, qui avant étaient dans une petite bulle confidentielle là, mais ceux qui vont la viraliser. Et maintenant, on sait, mais ça nous a pris du temps. Et moi, je dis merci aux fake news, parce que, enfin, j'ai pu dire, attention, il y a des risques, et c'est des risques de comportement. Quand vous recliquez, vous participez à la viralisation de ces informations absolument toxiques pour votre cerveau à vous et pour celui de vos camarades et voisins. Et ça, beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte. Alors, quels sont les publics les plus susceptibles de faire ça, d'amplifier et de viraliser? Il y en a 2. Le premier, c'est les personnes âgées. Et le deuxième, c'est les personnes peu éduquées. Voilà. C'est pas les jeunes. C'est pas parce que ce sont les plus gros usagers des médias sociaux que ce sont ceux qui se font prendre le plus vite. Eux, ils n'ont pas encore vraiment eu le temps de se construire des heuristiques et l'idéologie qu'il peut y avoir derrière la motivation des producteurs de fake news, qu'ils soient salafistes ou autres. Les jeunes sont assez dépolitisés de ce côté-là, donc ils ne le voient pas tout ça. Voilà. Mais des personnes âgées qui arrivent sur les médias sociaux sans en connaître les mécanismes, sans se rendre compte que, oui, ils pensent qu'ils répercutent ça à leur réseau de 10-15 amis, mais que ça passe immédiatement à 1,5 million de personnes. Voilà, cette viralisation-là, c'est les personnes âgées qui ont le plus de mal à la comprendre. Et tout ce qui est le platisme, etc., 5 millions de platistes dans le monde quand même, 5 millions. Oui, parce qu'il ne faut pas simplement dire, il faut aussi voir. 5 millions, ça manque d'éducation. Vous voyez, ça, quelque part, l'école n'a pas fait son boulot.
Alors, je vous rassure, dans ces 5 millions, il n'y a pas beaucoup de Français. Mais il y a effectivement quelques groupes français qui se branchent sur un autre imaginaire, qui vient souvent d'ailleurs des États-Unis, eux qui ont inventé les médias sociaux. Et là, par contre, avec environ, aux États-Unis, 120 millions d'illettrés, vous voyez la marge que ça donne pour répercuter le négationnisme, etc. Le manque de dimension historique, de perception de ces choses-là. Voilà. Et après, ça nous revient à nous, parce qu'après, il faut bien comprendre et décrypter les mécanismes de la réception et les effets que ça fait sur les gens. Et ces mécanismes-là, donc, depuis 5-6 ans, maintenant, on commence à les connaître, en termes de publicité et donc d'intérêt et de profit à amplifier. Ça rapporte de l'argent. Les fake news, c'est un business. Aux États-Unis, c'est un business. Voilà. Des mécanismes qui sont aussi liés à la logique même de la technique, qui fait que une information populaire, qui n'est pas nécessairement vraie, en 2 heures, elle prend une vélocité de la tendance qui n'a rien à voir avec le petit groupe autour de vous. C'est algorithmiquement, ça va comme ça. Et puis il y a élément que moi je minimise pour le moment, mais qui va augmenter dans le futur, qui est la robotisation de tout ça. Et donc le fait que ça ne va plus être que les personnes qui vont amplifier, mais des robots. Voilà. Je ne vais pas être plus long sur ces questions-là, mais donc nous, en éducation, c'est alerter les personnes qui sont les plus susceptibles et puis aller du coup les chercher. Sachant que le contre-discours contre elles ne marchera pas frontalement et qu'il faut approcher la zone grise de leurs amis, des personnes autour d'eux qui sont susceptibles de basculer d'un élément à l'autre. Et c'est eux qui vont aller porter le doute dans leur tête. Espérer y aller frontalement, ça ne fait que faire monter les biais cognitifs d'autorité, ou surtout celui qu'on appelle le biais d'influence continue. Comment il prend toute cette énergie, lui, pour me démentir? Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Ça veut vraiment dire qu'il y a quelque chose d'important là-dedans. Donc j'ai bien raison. Et on revoit partir dans les chambres d'écho, on revoit partir les discussions à partir de contre-discours pour continuer à se conforter encore plus. C'est ça la mécanique qui se met en place après. Donc il ne faut pas jouer les apprentis sorciers dans le démenti. C'est pour ça que j'aime beaucoup le travail qui est fait là, parce que c'est un travail qui est de longue haleine, etc. etc. Bon. Parce que si on s'improvise juste comme ça, des monteurs de fake news, on peut être étonné du manque de résultats. Oui, puis en plus, il y a une question éthique qui se pose à chaque fois qu'on entreprend de démonter un contenu, c'est la question d'en faire la publicité en démontant. Et donc, la question immédiate qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a intérêt à le faire? Voilà. Est-ce qu'on a intérêt à le faire? Est-ce qu'on n'aggrave pas le problème en le faisant? Je crois qu'il y a des contenus qui ont pris une telle importance qu'il faut le faire. Ne pas le faire serait aggraver le problème, justement, par l'inaction. Mais alors, juste pour revenir sur plusieurs choses. Les reptiliens, par exemple. J'en suis une. Alors, vous en êtes une. Mais en l'occurrence, en 2013, vous savez, dans les pays de common law, aux États-Unis, c'est le cas au Royaume-Uni, c'est le cas aussi en Nouvelle-Zélande, très souvent, il y a des procédures qui sont les Information Act. Vous connaissez ça, c'est-à-dire qu'un certain nombre de citoyens peuvent demander, en signant une pétition, peuvent obliger le gouvernement à répondre à une question qui est posée. Et en 2013, est arrivé sur le bureau du Premier ministre néo-zélandais, nous semble-t-il, la question, êtes-vous un reptilien? Êtes-vous un extraterrestre, lézard, humanoïde? Et c'est en 2013. Alors il a répondu en produisant un certificat médical doublé d'un certificat vétérinaire, parce qu'il avait un peu d'humour, il a fait une petite conférence de presse, il en a parlé. Mais ça voulait dire qu'il y avait quand même plusieurs centaines de milliers de citoyens néo-zélandais qui ont signé un texte. Alors, l'ont-ils fait au second degré, etc. En tout cas, ils l'ont fait et ils ne l'avaient pas fait avant. Voilà. C'est arrivé en 2013, c'est pas arrivé avant, alors que ce système-là existait depuis longtemps. Sur la Terre plate, alors effectivement, en France, il n'y a pas énormément de platistes, mais moi, quand j'ai commencé le site Conspiracy Watch en 2007, il n'y avait pas de groupe
platiste. C'est apparu ces dernières années, en fait. Et maintenant, il y a des groupes, alors, c'est quelques milliers de membres sur Facebook, pas plus, mais ça existe. Et avant, ça n'existait pas. Il y a seulement 5-6 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, et effectivement, on nous rejoint, c'est-à-dire que ça vient en grande partie des États-Unis, ça nous revient par les vidéos YouTube. Il y a plus d'heures de vidéos sur YouTube vous expliquant que la Terre est plate que d'heures que vous pouvez regarder dans votre vie, d'heures de vidéos que vous pouvez regarder dans une vie. Donc de toute façon, on est là face à quelque chose de torrentiel. Et c'est important, le platisme, c'est un peu le stade suprême du complotisme. Pourquoi ? Parce qu'on ne devient pas platiste du jour au lendemain. C'est pas une théorie du complot parmi d'autres. C'est la théorie du complot qui arrive lorsque on pense que de toute façon, puisqu'on nous a menti sur X sujets différents, l'assassinat de Kennedy, le 11 septembre, Notre-Dame de Paris et que sais-je, eh bien, il n'y a pas de raison qu'on ne nous mente pas aussi là-dessus. Et donc là, on est prêt à être réceptif, à être disponible à ces arguments, parce qu'ils ont des arguments, les platistes, fous, mais ils en ont, et on bascule là-dedans. Et surtout, ça devient aussi ensuite un jeu de sociabilité, etc. Alors, on a fait 2 enquêtes d'opinion séparées d'une année, en décembre 2017, en décembre 2018, avec la Fondation Jean Jaurès. On a mandaté l'IFOP pour mener ces enquêtes d'ampleur sur le conspirationnisme dans l'opinion publique française. Et ce qu'on a observé, en tout cas c'est notre hypothèse privilégiée de travail, c'est qu'effectivement, c'est pas tant les jeunes, parce qu'ils sont jeunes, qui sont perméables au conspirationnisme, mais c'est un effet de génération qui joue. C'est davantage le moment de leur socialisation politique qui compte, plutôt que le fait qu'ils soient jeunes. Et l'un, notamment, des éléments qui nous pousse dans cette direction, c'est que, par exemple, sur la question de l'assassinat de Kennedy, on a demandé si l'assassinat de Kennedy était en fait un complot de la CIA. Bon. Eh bien, là, plus vous êtes âgé, plus vous êtes complotiste. D'accord ? Sur la plupart des autres items qu'on a testés, le 11 septembre et d'autres, c'est le contraire. Plus vous êtes âgé, moins vous l'êtes. Et en tout cas, moins vous approuvez ce type d'énoncé. Et pourquoi ? Parce que les plus de 65 ans sont contemporains de l'assassinat de Kennedy. Donc c'est un événement qu'ils ont connu, dont ils se rappellent, et ils ont été plus exposés. Là, c'est un biais d'exposition évident, y compris aux relectures conspirationnistes de cet événement. Donc voilà. Nous, ce qu'on a enregistré, c'est que les moins de 35 ans sont plus en moyenne et en général, et lorsqu'on fait des grands mouvements sur l'ensemble des énoncés qu'on a testés, sont 2 à 3 fois plus poreux que les plus de 65 ans, c'est-à-dire que leurs grands-parents, en gros. Or, on ne voit pas de raison immédiate, à moins que l'éducation aux médias fasse beaucoup de progrès dans les années qui viennent. On ne voit pas pourquoi cette tendance cesserait. Est-ce qu'elle va augmenter ? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle va baisser ? Je ne sais pas. Mais si elle continue sur la même tendance, eh bien par simple remplacement, alors pas démographique, on n'est pas dans le grand remplacement de Renaud Camus, mais par simple remplacement générationnel, eh bien dans 10, 20, 30 ans, on vivra dans une société où ces idées-là, où cet imaginaire complotiste sera plus prégnant qu'il ne l'est aujourd'hui. Il nous influencera plus qu'il nous influence aujourd'hui. Or, il a déjà, selon moi, des conséquences préoccupantes sur notre capacité à continuer à vivre en démocratie, par exemple. Enfin, voilà. Donc, voilà, nous, les données qu'on a pu enregistrer. Alors, j'ai pas compris. Mes données, c'était des données sur les fake news. Hein, sur les fake news, voilà. Okay. Ce qui est un territoire différent. Ouais. Vous avez, Divina Fromex, vous avez aussi abordé l'aspect politique de la chose avec les élections Donald Trump, quelqu'un qui était considéré comme un clown à un moment donné, et qui finalement est devenu président de la plus grande nation du monde. Et puis maintenant, avec le Brexit, on voit le même phénomène. Les fake news, on cible des cerveaux, on cible des tranches
de public et des lecteurs, très précisément. Et voilà, finalement, on se retrouve avec n'importe qui, n'importe quoi, à la tête d'une nation. Est-ce que vous pouvez vous exprimer sur ce qui est aussi le contenu de votre livre? Oui, alors, comment je commence dans cette affaire? C'est vrai que, bon, tant qu'on est au niveau des reptiliens, vous voyez, ça fait rigoler dans les soirées et dans les chaumières. Hein. Ça ne porte pas trop à conséquence, et même un ministre qui est interpellé peut montrer son certificat médical, et on peut espérer que ça ne va pas être trop démenti, quoi. Ce qu'on a sous-estimé peut-être par rapport à toutes ces questions, parce que pour moi c'est les mêmes matrices, hein, c'est vraiment la matrice des désordres de l'information, et c'est des contenus et des comportements à risque, hein, tout ça, sans vouloir récupérer le champ du conspirationnisme. Hein. C'est effectivement, quand on les prend séparément, on se dit bon, 2 à 3% de la population, là-dedans il y a des gens qui sont... Mais quand on commence à en faire une nébuleuse, hein, à voir que c'est récupéré par toute une série de mouvements politiques, hein, qui nourrissent comme cela de profondes incertitudes sur les institutions, en fait. Hein, ce qui est ciblé, on se le disait tout à l'heure avant de voir, le plus grave dans l'affaire, c'est quand c'est pas des gens, hein, Obama, Trump ou autres, hein, sont visés, c'est des institutions de société démocratique. Pourquoi? Parce que les institutions, ça survit aux hommes. On a un président américain à 4 ans, 8 ans, la présidence américaine à 3 siècles. Voilà. Les sociétés non démocratiques, c'est exactement ça qu'elles veulent débiner. Elles veulent détruire les institutions, parce qu'elles veulent mettre des gens qui restent au pouvoir 20, 30, 40 ans. Vous voyez le schéma? Erdogan, Poutine, etc. etc. Hein. C'est de là, hein, que vient en partie l'ingérence qui fait partie du phénomène Trump, du phénomène Brexit, etc. etc. Hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a des sociétés non démocratiques qui ont décidé de mener un énorme complot. Mais moi, je fais une théorie du complot, là, hein, vous le sentez bien. Hein. Des sociétés non démocratiques, hein, qui ont mis des attaques non coordonnées, mais qui ont le même but. Hein, c'est-à-dire qu'on a l'Irak, la Russie, hein, du côté qui nous touche, nous, en Europe, hein, mais ça bouge aussi du côté de la Chine, hein, et du Brésil. Hein, voilà. Pour venir, hein, semer le doute de manière plus générale, pas simplement sur les 2-3% hein, qui croient que... semer le doute sur la validité de nos médias. Ils nous racontent que des salades, regardez, ils nous ont déjà bien menés en bateau, hein, sur l'assassinat de Kennedy, et est-ce qu'on a vraiment atterri sur la Lune, etc. etc. Bon. Donc sous les institutions que sont les médias, et en enlevant la tête, hein, Charlie Hebdo, boum, sous les institutions que sont le vote et l'élection. Voilà. Et donc, ce qui est interpellant dans le phénomène-là, hein, c'est le vol d'élections, doublé d'une ingérence étrangère. C'est le stade extrême des fake news, hein, celui qu'on appelle, que l'OTAN appelle, hein, le Conseil de l'Europe aussi, hein, les menaces hybrides. Vous voyez les menaces hybrides? Ce que ça peut vouloir dire dans le mot hybride, c'est que c'est plusieurs outils qui sont utilisés. C'est des menaces qui peuvent être à la fois en quelque sorte militaires, mais surtout symboliques. Quand vous utilisez des petits robots et des trolls pour pousser des fake news, vous êtes à la fois dans une armée, hein, on appelle l'armée de trolls, hein, une armée de trolls qui se sert d'un outil technologique, hein, comme Internet ou autre, hein, pour venir déstabiliser des pays en temps de paix. C'est ça qui a surpris tout le monde. Hein. C'est ça le scandale, hein, démocratique. Hein. C'est ça qui a fait que la CIA n'a pas vu venir, qu'en France, le ministère de la Défense n'a pas vu venir. Hein. Nous, on s'est retrouvés à la Sorbonne, à l'INA, hein, plusieurs collègues, carrément interpellés par le ministère de la Défense qui venaient nous dire mais comment ça marche les médias sociaux? Ils avaient complètement zappé ça de la fin de la guerre froide, quoi. Hein.
Et nous, il a fallu qu'on explique, du coup, comment ça se passe, ce que je viens de vous dire tout à l'heure, la viralité, l'automatisation, la publicité, tous ces phénomènes-là. Voilà. Et donc, c'est ça qui a... Le Brexit, Cambridge Analytica nous l'ont conforté, et là, c'est des vraies sources, c'est pas de la paranoïa, mais dans l'ensemble, il y a cette volonté qui n'est même pas déguisée. C'est un certain nombre d'États et de pouvoirs et d'hommes politiques d'attaquer nos institutions, d'attaquer un certain nombre de valeurs pour fragiliser les démocraties qui sont déjà dans le monde une minorité parmi les pays. Donc voilà. Oui, pour compléter ce que vous dites très bien, il y a eu un rapport en août 2018 du CAP CIRSEM, c'est-à-dire deux centres rattachés d'une part au ministère des Affaires étrangères, d'autre part au ministère de la Défense, ministère des Armées. J'en étais. Voilà. Sur les manipulations de l'information. Et avec l'idée qui montrait très bien que l'information est militarisée aujourd'hui, et c'est même théorisé. Alors, via des instruments comme des médias grand public. Alors la Russie dispose de RT, de Sputnik, l'Iran a Presse TV, d'autres États ont d'autres canaux. Évidemment, la Russie présente RT comme l'équivalent de CNN ou de France 24, en disant c'est le point de vue russe sur le monde. C'est pas le point de vue russe sur le monde. D'abord, c'est le point de vue plutôt du Kremlin. Et ensuite, parce qu'elle est directement contrôlée par le Kremlin en l'occurrence. Mais ensuite, si ça n'était que ça, ce serait pas grave. Or, ça n'est pas que ça. C'est aussi un projet éditorial agressif qui vise effectivement à déstabiliser les démocraties. Alors, il ne faut pas sombrer à notre tour dans le complotisme. Ces médias-là ont expliqué pendant des... Non, mais vous allez voir. Ces médias-là, notamment RT, etc., ont expliqué pendant des années que, par exemple, les soulèvements populaires, notamment dans les anciens satellites de l'URSS ou dans les pays de l'espace post-soviétique, les soulèvements populaires en Géorgie, en Ukraine, etc., au Kazakhstan et ailleurs, étaient en réalité ce qu'on appelait les révolutions de couleur, avec d'ailleurs une dimension tout à fait positive attachée à cette expression au départ. La révolution orange en Ukraine, notamment, étaient en fait des mouvements purement artificiels et en réalité de vrais coups d'État soft, et des coups d'État fomentés à Washington et par Washington, et également par George Soros au travers de ces organisations qui soutenaient, c'est vrai, et le département d'État et l'Open Society Foundation de Soros soutenaient ces militants pour la démocratie, contre la corruption, etc. C'est pas parce qu'ils les soutenaient qu'ils orchestraient tout et que ces militants, qui risquaient leur peau le plus souvent, étaient de simples marionnettes agitées depuis Washington. Et donc c'est un discours qui voulait vider de leur substance des mouvements authentiquement populaires et évidemment moins artificiels que ce que ces régimes autoritaires en disaient. Donc il y a eu sur le mouvement des Gilets jaunes des tentatives d'accompagnement, notamment par les médias russes. C'est pas pour rien que les Gilets jaunes mettaient des pancartes en remerciant RT pour la manière dont ils couvraient le mouvement. En réalité, c'est une tentative d'amplifier le mouvement, parce que c'était un mouvement qui divisait et qui avait pour but de déstabiliser le gouvernement. Ça ne veut pas dire que ce mouvement est né, a été pensé au Kremlin, a été imaginé depuis le Kremlin, et qu'il suffirait d'appuyer sur un bouton pour imaginer que cette approche mécaniste-là, elle ne correspond pas, à mon sens, à la réalité. Mais je pense, c'est pas ce que vous dites. C'est pas ce que vous dites. Ce que vous dites, c'est que tout ça a été amplifié, accompagné. Ça, je le crois aussi. Il y a eu 200 comptes Twitter, par exemple, une enquête du Times, je crois, de décembre 2018, qui montrait que 200 comptes Twitter basés en Russie avaient essayé d'amplifier le mouvement. Donc ça n'explique évidemment pas tout le mouvement, ni son origine, ni la manière dont il se déploie, mais ça vient l'accompagner. Donc c'est ça qu'on a remarqué, parce qu'en fait, quand on regarde de près comment fonctionnent les menaces hybrides et les fake news, ils fonctionnent à l'économie. C'est ce que nous ont d'ailleurs expliqué les anciens pays post-communistes, qui sont très férus sur ces questions de propagande. Ils ont dit, en fait,
Et ils nous l'ont montré avec des chiffres, hein, parce que la Lituanie, la Latvie, l'Estonie, la Roumanie, hein, vous voyez la frontière là des anciens postes communistes qui sont chez nous en Europe maintenant, et ils nous ont dit ça fonctionne comme la propagande d'antan. Ils ont repéré 2 à 3 sujets, et c'est les seuls qu'ils amplifient. Tout le reste, ils ont l'air normaux. Donc RT, sur 90% des sujets, ils font du journalisme. Si j'ai du mal à le dire, hein, mais c'est vrai. Ils ont leur perspective, mais c'est pas plus que ça. Par contre, sur 10% de sujets clivants, là, tout d'un coup, on voit des pics totalement inattendus. Hein. Sur une même information qui va être lâchée par l'AFP, si vous tapez sur Google, etc., vous voyez que le deuxième plus gros informateur, mais sur tout le reste de la page, c'est RT Russia. Ça se fait. C'est ça. Popularité arbitrairement créée, et donc sur la page Google, ça monte. Hein. Et donc pour la Russie, par exemple, c'est très facile. Et ça, une fois qu'on l'a dit, les gens comprennent. La Russie, elle joue que sur 2 mécanismes dans les pays post-communistes. La nostalgie. C'était mieux avant. Oui, c'était mieux avant. Quand la Russie était là, hein, quand l'URSS était là, c'était mieux avant. Donc la nostalgie, ça frappe tout le monde. Toutes les extrêmes droites fonctionnent sur la nostalgie. Voilà, ça, je simplifie, je suis sûre que vous allez dire ça. Mais voilà, donc le c'était mieux avant, ça, dans un biais cognitif, hein, et plus on est âgé, plus on se le dit. Je me retrouve à le dire moi-même, vous voyez. C'était quand même vachement mieux avant les médias sociaux. Bon, ça veut dire que j'ai passé la 60aine, c'est clair. Mais dans ma tête, j'ai une petite alerte, vous voyez, pour me dire ça. Beaucoup de gens ont oublié. Deuxième truc, et là, on se fait tous piéger, notamment nous les Français, mais les Russes sont très subtils, hein, c'est le fait religieux. Dans les démocraties qui, depuis longtemps, n'en parlent pas, ne l'éduquent pas à l'école, hein, ou quand elles le font très mal. Voilà. Donc, la Russie, elle fonctionne que sur un fait religieux, l'islam, qu'elle amalgame avec les migrants. Vous voyez ? Alors, dès qu'il y a un cas d'islam, de voile, de machin comme ça, vroom. Vous voyez le coup du burkini, là, sur la plage à Nice ? Ça a pris l'ampleur que ça a pris parce que la Russie l'a voulu. La jungle de Calais, hein, les migrants qui mangent sur les tombes, une des fake news les plus connues débunkées par l'AFP. Ils vont, voilà, hein, la société chrétienne est foutue. Ils sont là, ils mangent sur les tombes de cimetières, ils font des pique-niques. Ça se passait en Bosnie, pays dans lequel, par tradition, on va manger sur les tombes. Ça fait partie de la façon dont on honore les morts. Mais si on n'est pas éduqué aux faits religieux, on se le prend, hein. Tous, moi-même. Au début, je me suis dit, je ne comprends pas. Je voyais que c'était faux, mais je n'arrivais pas à décoder le faux. Donc voilà, hein, donc dès qu'on est sur le fait religieux, hein, et tout le complot juif, etc., ça fait partie de ça. Hein. Voilà. Des peurs anciennes qu'on remet à l'ordre du jour, hein, qu'on modernise, en profitant évidemment du fait qu'il y a beaucoup de migrants sur les routes, etc. Donc il y a un fond de vérité, mais il est mal interprété, et du coup on peut très vite amalgamer les migrants, l'islam, et puis paf, le salafisme, hein, et tout d'un coup on part comme en 40. Ce que vous dites sur le fond de vérité, c'est très intéressant, parce que toutes les théories du complot, en fait, partent d'un élément, au moins un élément vrai. Même le fait que la Terre est plate, on a l'impression qu'elle est plate, on n'a pas l'impression qu'elle est ronde. Donc ça part au moins de ça, d'une perception. Et c'est vrai que parmi les techniques utilisées par le discours complotiste, parce que c'est mon sujet, il y a ce mélange du vrai et du faux, et qui est d'autant plus toxique qu'il... comment dire que l'essentiel est vrai, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'une bonne théorie du complot, un bon texte complotiste, dans le sens un texte complotiste efficace, c'est un texte dans lequel vous allez avoir 75%, 90% même de vrai. Et puis, tout petit bout qui sera faux, ou invérifiable, ou complètement spéculatif, mais qui va, évidemment, vous faire dériver et donner un ton général tout à fait différent au papier. Si vous voulez empoisonner un ennemi, vous ne sortez pas un seau d'acide sulfurique fumant, quoi. Vous lui servez un bon vin,
un grand cru, et puis vous lui mettez une petite dose de cyanure à l'intérieur, et puis le résultat sera le même. Voilà, ça fonctionne comme ça aussi. Puis il y a une autre technique qui est ce que Gérald Bronner appelle le millefeuille argumentatif, qui consiste en fait à juxtaposer un nombre très important d'arguments empruntés à des champs très variés de la connaissance, et qui, présentés ensemble, vont produire un effet d'intimidation intellectuelle très fort, qui fait que vous direz, mais tout ne peut pas être faux, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ok, le premier argument est infondé, je le sais, parce que mes compétences personnelles me permettent de savoir que c'est n'importe quoi. Le deuxième, bon, je n'y crois pas trop, mais bon. Le troisième, vous n'êtes pas spécialiste de génie civil, vous ne savez pas que les tours du World Trade Center ne devraient pas tomber comme ça, ou si, au contraire, etc. Puis le troisième, vous dire qu'en plus, il y a des délits d'initiés sur les valeurs boursières des compagnies aériennes qui étaient impliquées dans le 11 septembre, que donc des gens aux États-Unis savaient à l'avance. Bon, ça peut vous ébranler, et en fait c'est normal que ça nous ébranle, que ça vous ébranle. D'où l'importance du travail critique, en fait. Donc nous, en tant que citoyens consommateurs de toutes ces nouvelles, vraies et fausses, quelles sont les armes que vous recommandez contre tout ce mélange? Oui, les deux livres, ils sont vraiment très salutaires, c'est vrai. Et quoi encore? Je veux dire, est-ce qu'Internet devient vraiment un danger tel que, oui, qu'il vaut mieux plus y toucher? C'est ça la question. C'est comme la bombe atomique, hein, ça ne se désinvente pas. On l'a inventé, ça ne disparaîtra pas, et Internet, c'est par ailleurs un outil formidable qui a bouleversé notre manière de nous informer, de nous instruire. Donc on reviendra pas dessus, mais il faut apprendre à vivre avec, et le mieux possible, et à inventer. Ça fait très mots creux et slogan, mais oui, une démocratie numérique, quoi. Une démocratie où on est conscient des dérives potentielles de cet outil. Vous savez, c'est Régis Debray qui disait ça dans ses travaux médiologiques. Et la radio a fait Hitler, mais la radio a fait Roosevelt aussi. Internet a fait les sites complotistes et a fait Conspiracy Watch aussi. Donc on peut pas débrancher tout ça. En revanche, on peut, là c'est tout le sens du travail de l'éducation aux médias, on peut apprendre à maîtriser et à dominer ces outils. Oui, genre pharmacone, hein. C'est le meilleur et le pire. Oui, la langue de Zop. Hein. Oui, on peut pas. Je pense pas qu'il n'y a pas un seul d'entre nous qui serait prêt à se déconnecter. On commence le matin, voilà, on consulte nos mails, etc., et c'est très utile. Donc, c'est pas la solution. Il faut demander à l'outil de fournir les solutions aussi. Donc, la façon dont ça s'est déroulé, hein, ça je l'ai suivi quand j'étais au groupe d'experts sur les fake news au niveau de l'Union européenne, parce que là j'ai vu que en fait il faut qu'on développe un répertoire d'action. Il n'y en a pas une seule. Et ça c'est très rassurant de se dire d'ailleurs qu'il n'y en a pas une seule et que nous on peut agir à un niveau, mais que les gouvernements agissent à un autre niveau, que les plateformes agissent à un autre niveau, etc. etc. Hein. Et c'est la coordination un peu entre toutes ces actions qui va faire que on va petit à petit maîtriser ce phénomène nouveau, quoi. Donc dans les choses intéressantes, si je peux dire, qui ne sont pas menées par moi, hein, donc après je parlerai peut-être de ce que je fais, mais pour rendre quand même hommage aux phénomènes qui se sont enclenchés depuis. On s'est rendu compte qu'en fait, ce qui se passait pour créer de la crédulité, hein, pour créer ce genre d'erreur, de viralisation, c'est que depuis très longtemps, nous les chercheurs, mais les journalistes, etc., on a oublié de décrire comment on en arrivait à nos solutions. On a oublié les processus. Et le fait qu'ait émergé de ces questions des sites et tout le mouvement de ce qu'on appelait les fact-checkers, hein, les vérificateurs de l'info. Hein. Au début, on s'est dit, mais c'est complètement barge d'inventer ça. C'est le b.a.-ba du journalisme de vérifier l'info. En fait, c'était un super truc de contre-discours de la part des journalistes. Ils ne s'en sont pas rendus compte tout de suite. Hein. Mais ils ont mis l'accent sur les coulisses de l'info. Comment ça se fabrique?
puisque vous avez des doutes sur notre institution, sur les informations qu'on relaie, on va vous amener derrière. Comment on vérifie les sources, hein. Et ils ont mis la focale sur l'essence même de ce que devrait être le bon métier d'un bon journaliste, hein, c'est-à-dire vérifier et contre-vérifier ses sources. Parce que tout le problème des complotistes et autres, hein, c'est qu'ils mettent le doute sur la source à nous, hein, en disant bah, prouvez-nous le contraire. Et après, voilà. Donc c'est tout le coup de la source, hein, qui est là. Et de l'enquête journalistique. Et nous, du côté des enseignants, des chercheurs, on s'est dit il faut qu'on redonne le goût de l'enquête scientifique, voire de l'expérimentation scientifique, pour montrer qu'effectivement, nous les chercheurs, on n'est pas dans la vérité. On est dans l'expérimentation. À un moment donné, on s'arrête, on dit, ben, on arrive à ces conclusions. Et on donne même les armes pour nous faire battre, hein, puisqu'on dit, mais on sait bien que c'est un petit échantillon, hein, mais on l'a fait à tel et tel niveau. Ce qu'après, on fait entièrement disparaître de nos écrits. Ben, nos écrits, qu'il faut écrire de plus en plus vite et sortir de plus en plus vite, on est dans les résultats, les résultats, les résultats. Et les résultats, c'est le même truc que d'imposer une opinion quand on ne donne pas le parcours. Pourquoi dire que le climat change alors qu'en face, ils disent aussi que le climat ne change pas? Et dans les deux cas, ils ont oublié de dire comment ils sont arrivés là. Et puis tout le monde n'a pas la patience d'aller voir, lire, etc. dans les coulisses, hein. Mais il faut faire un effort de vulgarisation à nouveau, hein, pour que les gens retrouvent le goût de ce que c'est qu'expérimenter, hein, et de se dire, bon, ok, on n'est pas entièrement d'accord, c'est encore quelque chose qui est en cours de maturation, ben, allons-y. Mais ne nous lançons pas immédiatement, hein, dans des jugements à l'emporte-pièce, cantonnons pas, ne nous restreignons pas, hein, à nos faits de croyance, hein. Allons plutôt vers des faits de science, hein. Voilà. Mais encore faut-il mettre ça à disposition, hein, vous voyez, voilà. Et c'est là où moi j'essaye d'aller, hein, du côté de l'éducation aux médias et à l'information, hein, c'est de redonner le goût d'aller voir qui sont ces producteurs d'informations, hein, quels sont les trucs mentaux qui se passent dans nos têtes qui font qu'on croit que, etc. etc. Hein. Et tout d'un coup, on se rend compte que c'est de l'humain, tout ça. Hein, qu'on avait oublié que c'était de l'humain. Et qu'il y a beaucoup d'émotions là derrière. Mais que les émotions, elles ne sont pas toutes si mauvaises que ça, hein, parce qu'elles nous font aussi nous interroger, elles nous rendent curieux, elles nous font aller derrière la coulisse, etc. etc. Hein. Et donc réconcilier un peu, hein, les humains que nous sommes avec nos différentes façons de penser, et montrer à quel point notre cerveau est quelque chose de flexible, hein, et d'un peu d'intéressant, et qui n'est pas dans la pensée magique, donc pas dans le conspirationnisme ou autre, hein, mais encore faut-il prendre conscience de ces phénomènes. Et ça, dès qu'on le fait, notamment auprès des enfants, pour eux, ça devient un jeu. Ça devient très drôle. Ils boivent ça comme les éponges boivent la Méditerranée, quoi, hein. C'est vraiment très très agréable à voir, hein, parce que ça les libère dans leur capacité à l'enquête, à la curiosité, et voilà. Donc ça en fait des bons petits détecteurs, hein, de mensonges, mais encore faut-il les y autoriser. Et donc ce que je fais dans mon association et dans ma chaire UNESCO, c'est cela, hein, c'est aider les gens à aller dans le numérique, hein, c'est savoir devenir dans et avec le numérique, hein, c'est-à-dire explorer des potentialités, hein, voir qu'en science, et avec le numérique, on le voit très bien, hein, on peut modifier une donnée et voir ses conséquences, hein. Tout le monde s'amuse maintenant sur le climat. Bon, je modifie d'un degré, qu'est-ce qui se passe? Où est le degré? Où est le niveau de l'eau, des océans, etc. Hein. C'est de la science, ça, vous voyez, c'est pas le fait pour lui-même, hein, c'est comment, du coup, après, on peut agir sur le fait. Hein, le R, c'est-à-dire, mince, ça peut monter, qu'est-ce que je peux faire, hein, et on voit que ce sont les jeunes qui prennent en compte, hein, ces données et se disent mais on doit pouvoir agir, hein, voilà. Et on fait des choses comme ils ont fait avec les Greta Thunberg et autres, hein. Voilà, c'est ça vers quoi il faut tendre, hein. Et de ce point de vue-là, il faut avoir confiance et se redonner à tous confiance par rapport à ça, hein, et aller vers ce qu'on appelle maintenant la citoyenneté numérique. Je suis très contente parce que ça fait 3 ou 4 ans que je travaille avec le Conseil de l'Europe sur l'éducation à la citoyenneté numérique. La France, qui préside pour ces 6 mois le Conseil de l'Europe, vient d'adopter une convention qui met l'accent sur la citoyenneté numérique, hein, pour justement, hein, en plus de plus en plus, hein, former à ces phénomènes nouveaux qui arrivent avec Internet et avec les médias sociaux. Parce que c'est nouveau. C'est nouveau, mais parce que ça apporte des éclairages différents
à certaines compétences et certaines potentialités de notre cerveau. Bravo. Vous voulez ajouter quelque chose ou sinon on passe aux questions du public. Vous avez des questions? Oui, je vois Gérard. Alors, Gérard, et puis vous. Est-ce que vous pouvez passer le micro derrière? Oui, bonsoir. Merci pour cette présentation. Il y a des choses que j'ai remarquées qui sont peut-être beaucoup plus soft que ce que vous avez signalé. Par exemple, les vaccins, la dénonciation, le risque des vaccins. On voit bien ce que ça a eu comme conséquence, je crois, pour des épidémies de rougeole qui sont apparues, alors qu'il y avait des gens qui dénonçaient ça. Il y a, alors dans le domaine scientifique, aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, c'est l'utilisation de la physique quantique, qui est un domaine très complexe, parce que ce qu'on appelle les magnétiseurs dans le temps, qu'on appelle les énergéticiens maintenant. Et le problème de cette physique quantique, c'est qu'elle est utilisée par des gens qui se réclament de l'écologie. Donc vous voyez, c'est toute une mouvance que j'ai découvert et que j'ai pu comparer avec d'autres gens que j'ai rencontrés par hasard et qui ont ressenti les mêmes choses, qui, à coup de témoignages, assisté à des conférences, etc. Il y a une autre chose qui est beaucoup plus commun, qui est l'homéopathie, et qui est un problème réel. Et puis, il y a aussi la résurgence de la mémoire de l'eau depuis quelque temps, et évidemment défendue par des gens, des pseudo-scientifiques, par des gens qui ont des diplômes, par des gens qui sont en blouse blanche, et qui... Voilà, c'est un petit témoignage. Oui, bonsoir. Oui, en tant qu'infirmière, je suis effectivement très sensibilisée à cette problématique. Effectivement, on a vu des problèmes de vaccination contre la grippe notamment. Et ce qui nous pose problème en tant que professionnel de santé, c'est d'arriver à démêler effectivement le vrai du faux. Parce qu'on parle toujours des laboratoires, des magouilles de labos entre les labos, les chercheurs, les médecins, etc. Et on en arrive à un point à plus savoir quoi faire. Je vais vous donner un exemple tout bête, notamment pour ce qui était de la grippe H1N1. À la suite de la commande de vaccins en trop grand nombre, on nous a demandé, en tant qu'infirmière à l'Éducation nationale, de compter tous les étudiants que l'on voyait, ou tous les patients que l'on voyait qui avaient une grippe, de les compter comme grippe H1N1. Et moi, j'ai refusé. Donc voilà, je pense qu'effectivement, ça peut amener à des dérives aussi peut-être plus importantes. Et je me suis posé des questions. Vous parliez aussi de ces fake news, effectivement, dans le sens que j'ai l'impression que c'est pas seulement pour déstabiliser la démocratie, c'est aussi pour déstabiliser l'économie de tout un pays. C'est peut-être, je sais pas, hein, voilà, je ne vois pas effectivement en dehors de la... C'est une question que je me posais. Bonsoir à tous. En fait, j'aurais deux questions, une un peu plus simple que l'autre. La première, c'est concernant les outils législatifs, et je pense notamment à la loi 2016 en France. Est-ce que la loi est un outil approprié, oui ou non, et pourquoi? La première question. La loi ou tout vecteur juridique normatif quelconque, biais d'autorité, etc. Et pourtant, il y a bien des lois sur le sujet, donc voilà. Et la deuxième question, c'est, d'après ce que j'ai compris de ce que vous expliquez tous les deux, est-ce que c'est plutôt une question d'éducation, de changement de mentalité, d'ouverture d'esprit, etc., de recul, d'analyse critique, ce qui suppose un temps long, voire très long, pour tout individu lambda, hein, quel que soit... Or, la propagation, la fomentation de ces nouvelles est de plus en plus rapide. Comment gérer ce paradoxe pour éviter les dégâts énormes que ça peut faire au niveau des démocraties, des populations, du montage des communautés les unes contre les autres, etc., qui sont beaucoup plus graves qu'une simple nouvelle qui peut circuler, par exemple. Merci. Elles sont massives, vos questions. Elles sont massives, vos questions. Je sais pas, je vais en prendre une ou deux et puis peut-être vous laisser continuer. Oui, le répertoire, je prends le répertoire des actions qu'on peut avoir. Hein. J'ai dit, dans la profession elle-même, hein, il
il y a eu des prises de conscience qu'il fallait montrer les processus. Chez les plateformes aussi, les plateformes de médias sociaux ont commencé elles aussi à mettre en place un certain nombre d'outils. Elles ont commencé à retirer des comptes et donc à pratiquer de la censure selon elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles étaient à la fois juges et parties, ce qui est très problématique et ce qui fait qu'elles sont elles-mêmes en ce moment très critiquées par leurs propres usagers, notamment aux États-Unis. Enfin, ça montre qu'elles aussi elles sont en train de prendre conscience de leur situation et que leur statut est en train d'évoluer. Elles ont encore un statut d'hébergeur, mais ça bouge de plus en plus vers un statut de média, c'est-à-dire avec des responsabilités éditoriales, parce que de plus en plus on est un certain nombre de chercheurs à dire les algorithmes créent de facto une ligne éditoriale. Il y a des biais dans les algorithmes. Et donc, un des éléments clés pour détecter un média, c'est sa ligne éditoriale. Et bien là, il y en a un. Facebook a une ligne éditoriale, Twitter aussi, etc. Voilà, donc ça, c'est une affaire à suivre. Et leur démantèlement progressif, c'est l'autre affaire à suivre, avec leur fiscalisation. Voilà, pour essayer d'arrêter leur comportement transfrontière, qui font que l'amplification et l'ingérence... voilà. Donc ça, vous voyez, c'est au fur et à mesure, on voit... En démocratie, on ne peut faire ça qu'à posteriori. Il faut que les dégâts soient faits, parce que la priorité, ça reste quand même la liberté d'expression. Et donc la loi, la régulation en démocratie vient après, même s'il y a eu une catastrophe démocratique. Ce qui est intéressant dans les débats qu'on voit actuellement, l'impeachment de Trump, tous les débats sur le Brexit en Grande-Bretagne et l'annonce qu'il y a un grand complot des États-Unis pour s'emparer de tout le système médical public des Anglais une fois qu'ils auront lâché l'Europe. Le débat public démocratique, on n'a jamais vu autant le Sénat, le Parlement, l'Assemblée américaine, etc., etc. La démocratie fait ça dans son bon côté des choses. C'est-à-dire que maintenant, les gens, en public, désarticule, désimbrique la catastrophe qui s'est passée. Et ça redonne la valeur à l'institution. La raison pour laquelle les démocrates ont attaqué Trump en impeachment, en sachant qu'il le perdrait, qu'il ne serait pas. C'est on ne veut pas qu'un prochain président le fasse. C'est-à-dire qu'ils ont mis l'institution présidentielle avant leur propre gain démocratique, parce qu'ils risquent beaucoup en faisant cette démarche. Mais la démarche, c'est on va préserver l'institution. Voilà. Donc la loi, qu'est-ce que ça fait? Ça doit venir tard. Et la loi française est venue après le Brexit et après les élections américaines truquées. Voilà. Donc avec un peu de retard. Le problème, c'est qu'elle est venue sans s'appuyer sur de la recherche. Ce qui fait que beaucoup de chercheurs et beaucoup de juristes ont dit mais elle n'est pas applicable. Voilà. Mais que fait une loi? Et c'est, je pense, le sens de la loi Macron, ce qu'on appelle quand même comme ça. C'était une loi disant aux partis d'en face, traduisez les Russes, on vous a à l'œil, et on se donne les moyens de vous avoir à l'œil, a posteriori. Si RT, on peut la suspendre 3 mois pendant les élections. Ce qui reste, je m'y suis opposée, mais ce qui reste, un acte démocratique, mine de rien. 3 mois, liés à des élections, pas tout le reste du mouvement, du fonctionnement démocratique. Bon, voilà. Et en même temps, on savait très bien que les juges n'allaient pas se comporter en tribunal de la vérité. Donc, que ça n'allait pas être appliqué. Ce qui est le cas. Mais elle a marché au moment où on le voulait, c'est-à-dire pour les élections européennes. Vous voyez? Bon, j'espère qu'elle ne sera pas plus utilisée que ça. Mais tout le répertoire est là. Et le dernier répertoire étant effectivement, vous, nous, tous les citoyens, on peut se transformer en armée d'elfes. Vous pouvez vous y mettre et rejoindre un certain nombre de groupes qui, systématiquement, tranquillement, font du debunking, etc. C'est le contraire des trolls. Voilà, c'est le contraire des elfes. Dans la mythologie un peu de Tolkien, qui envahit un peu l'univers du complotisme et tout cela. Voilà, se dire les bons, les méchants, on a une façon commune de réagir. Voilà.
Sur les fake news, peut-être les Oui, fake mais facts. je vais poursuivre. En fait, sur les fausses nouvelles, alors d'abord, cette loi anti-fake news, en fait, sur la manipulation de l'information, je crois. Hein, On a changé son le nom en titre, chemin. moi, j'avais une critique, et que dans cette dernière mouture, enfin, dans l'état dans lequel elle a été votée, elle donne une définition tout à fait alambiquée du sujet, que j'ai même pas réussi vraiment à décoder. Donc, effectivement, en termes d'application. En revanche, il y a quand même une disposition intéressante, qui est qu'elle ne fonctionne que en période électorale, hein, cette loi. C'est que en période électorale, lorsqu'on fait des publicités politiques, eh bien, on doit savoir qui est derrière, qui promeut un contenu sur les réseaux sociaux et pour quel montant. Et ça, cet aspect de transparence, je ne vois pas qui pourrait s'en plaindre. J'ai mis beaucoup de temps, moi, à comprendre pourquoi la loi de 1881 sur la liberté de la presse ne suffisait pas. Parce qu'il y a une disposition, je crois que c'est l'article 27 de mémoire de la loi de 1881, sur les fausses nouvelles, qui quand même dispose que lorsqu'on produit ou diffuse des fausses nouvelles qui pourraient simplement être susceptibles de troubler la tranquillité publique, eh bien, on peut en répondre devant la loi avec peine de prison et amende assez forte. Et en fait, je crois que la jurisprudence montre qu'elle a été surtout utilisée alors en période de guerre ou pendant la guerre d'Algérie, je crois. En gros, ça visait toutes ces rumeurs qui pouvaient être susceptibles de déstabiliser le moral des troupes, notamment. Et on m'a expliqué, mais tardivement, que en fait, elle était utilisée lorsque ces rumeurs ou fausses nouvelles avaient pour conséquence de mobiliser la force publique. C'est-à-dire que le préfet doit envoyer des policiers pour encadrer une manifestation qui naît d'une fausse nouvelle. Voilà. Bon, et apparemment, c'est l'état de la jurisprudence. Mais effectivement, lorsqu'on lit simplement l'article de loi, on se dit que les outils étaient déjà existants pour essayer de faire quelque chose par rapport à ce qui émerge sur Internet. Le deuxième aspect de votre question est porté sur... Pas le paradoxe, mais le manque d'équilibre au sens très 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 large entre la nécessité de faire évoluer la mentalité, l'éducation sur le temps long, oui, et l'aspect des fake news, et le fait que ça se répand également par des réseaux sociaux de manière ultra rapide, et les dégâts sont très rapides, ça se répand très vite, et la modification réelle de fond, c'est sur le temps long. Comment oui. gérer ? Mais alors voilà, il y a l'éducation média, il y a l'éducation en général, c'est-à-dire que ça passe aussi par l'apprentissage de la méthode scientifique, des méthodes scientifiques, parce que chaque discipline a ses propres méthodes, mais en tout cas la promotion de l'esprit de libre examen, si on n'aime pas la notion d'esprit critique, mais notamment, si vous voulez, je pense que l'un des symptômes de cette... comment dire, pas de cette faillite parce que le mot est trop fort, mais de cet affaissement de l'esprit critique dans le public, c'est notamment la facilité avec laquelle le discours d'accompagnement du complotisme se déploie. Le livre que j'ai fait n'est pas seulement sur les techniques du complotisme, les techniques rhétoriques du complotisme, il est aussi sur les discours qui viennent justifier le complotisme et l'accompagner. Et parmi ces discours, il y a celui qui revient très souvent, du droit au doute. Alors vous demandez à Étienne Chouard si le gouvernement est derrière l'attentat de Strasbourg de décembre 2018. Il répond, mais j'en sais rien. J'en sais rien, moi, après tout, je ne suis pas spécialiste de la question. Et, dit-il, j'ai le droit de douter. Et en plus, il se réclame de Descartes en disant cela. Et il rajoute que toute la tradition occidentale, les Lumières, et avant les Lumières, la Renaissance et les Anciens en Grèce, c'est cela. Or, c'est pas cela. En fait, ça c'est typiquement une caricature d'esprit critique, de doute, et c'est en fait une arme rhétorique, je crois. Porter en bandoulière le droit au doute, ça permet d'étanchéifier, de rendre imperméable eh bien, son discours contre la critique, de l'entourer d'une sorte de barrière comme ça infranchissable, en disant mais après tout, qui va vous reprocher de douter, de poser des questions? Sauf que on n'est pas dans le doute, dans le conspirationnisme. Le conspirationnisme, c'est en réalité un discours, une croyance, c'est un discours de crédulité d'ailleurs, très assertif, qui se fait passer
discours pour du doute sceptique. Et je crois qu'il ne faut pas en être dupe, d'une part. Et puis, il y a très souvent, ce discours-là s'accompagne d'un choix de l'ignorance. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est Jean-Marie Le Pen en 87, sur les chambres à gaz. Il dit c'est un détail de l'histoire, mais de toute façon, moi-même, je n'en ai pas vu. Je ne suis pas spécialiste de la question. Ah bah, parce qu'il faut être spécialiste de la question pour savoir si les chambres à gaz ont existé. Enfin, voilà. Donc ce choix de l'ignorance, c'est en fait là aussi une arme rhétorique. Il ne faut pas être naïf par rapport à cela. Le discours complotiste, très souvent, il ne fait qu'instiller le doute. Il se déploie sur le mode interrogatif. Il va poser des questions. Les Américains, ils appellent ça le jaking, just asking question, just asking questioning. C'est-à-dire, je ne fais que poser des questions. C'est une manière, en fait, de ne pas assumer ce qu'on est en train de dire. Voilà. Et voilà, je crois qu'il faut s'armer intellectuellement face à ce type de rhétorique, de sophistique en l'occurrence. On n'a pas répondu sur les fake vax et tout ça, et comment ça peut se répandre, vos deux questions. C'est compliqué, mais c'est le même mécanisme. C'est un double mécanisme qui n'a presque rien à voir avec les fake news. C'est là où il faut se méfier. Le doute sur les institutions, il a existé avant les fake news et avant le complotisme. Et c'est un doute bien mérité. Parce que les institutions, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'elles étaient très importantes, elles peuvent être capturées. Voilà. Et qu'il y a effectivement, dans le contrat d'information classique avec les journalistes, le sentiment que les journalistes sont capturés. Si ce n'est pas eux, leur entreprise. Parce que souvent, il y a ce décalage. Les journalistes ont des discours extrêmement éthiques, mais ils se retrouvent dans des boîtes avec simplement 5 ou 6 millionnaires ou milliardaires qui contrôlent pratiquement l'ensemble des médias français. Il y a eu un phénomène économique de concentration et capitalistique aux États-Unis, chez nous, etc., qui fait que c'est 4 à 5 groupes qui contrôlent tous les médias, mais qui soient de droite, de gauche, du centre, du milieu et de l'extrême. Pas tous. Bon, ok, beaucoup. Merci. Je suis en train de faire de l'amalgame. Bon, vous voyez qu'il faut être plusieurs pour se contrôler sur ces choses-là, il faut en parler. Voilà. Donc, le contrat d'information, il s'est fait mal tout seul, avec justement... tiens, mais les journalistes scientifiques, ils poussent tel et tel médicament, ou tel, voilà. Ils couvrent très mal tous les grands procès, vous savez qu'il y en a plusieurs, qui essayent d'aller contre des scandales du corps médical, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'était avant. C'est toujours là, parce que rien n'a changé. Vous avez... Prenez des médicaments, monsieur, mais générique. Mais donc sur cette situation de fait qui a créé du doute, du soupçon, plutôt, du soupçon. Moi, je suis plutôt sur le soupçon dans ce qui arrive, sur ces institutions et leur équité et leur capacité à se renouveler. C'était là. Arrivent les médias sociaux. Le tournant social, c'est 2005-2007, mais leur usage, vraiment tel qu'on le connaît maintenant, c'est 2010-2012. C'est le moment où ils rentrent en bourse. Et c'est le moment des fake news. Mais combien il y en a de médias sociaux? C'est des duopoles. C'est Google et Yahoo. C'est Facebook et Twitter. C'est Coca et Pepsi. Vous voyez le truc? C'est-à-dire qu'en fait, là, eux aussi, ils ont ce comportement qui fait que la concentration est à nouveau entre les mains de quelques-uns, etc. Donc, c'est un problème. Mais ce qu'ils ont amené, malgré eux, c'est cette espèce de contrat de partage, qui est un contrat d'opinion, en fait, où les gens, face à ce contrat d'information qui ne les couvre pas, les gilets jaunes, les médias nationaux qui découvrent la vérité du phénomène 3 semaines après, c'est quand même grave dans nos démocraties. Et ça, RT Rocha n'a pas loupé le coche. Mais bon,
ce contrat de partage, hein, qui est très mal compris, mais qui est permis par les médias sociaux. Les gens se font des liens entre eux, créent des liens de confiance et pas de soupçon, etc., etc. Et les opinions des uns et des autres sont là et viennent relativiser hein, un certain nombre de choses. Hein. Ça, c'est quelque chose qui a été mal perçu et mal utilisé, en fait, hein, par les médias du contrat d'information. Et on arrive enfin maintenant, et moi c'est ce que j'enseigne, hein, c'est n'opposez pas le contrat d'information et le contrat de partage, faites-les travailler ensemble. Le contrat de partage alerte sur un scandale. C'est scandaleux qu'on nous fasse payer plus pour le pétrole et qu'on nous fasse porter la charge du réchauffement, disent les Gilets jaunes. Faites attention à nous, nous sommes les travailleurs pauvres. Les médias ne nous ont jamais identifiés comme tels, etc., etc. Voilà. Le contrat de partage est souvent un contrat de scandale. Le complotisme, les fake news, ça marche parce que, quelque part, hein, c'est pas simplement un fond de vérité, hein, c'est un fond de scandale. À un moment donné, elles sont le déclencheur de quelque chose que les gens intuitivement sentent depuis un certain temps ne marche pas, et tout d'un coup, ça pète. Vous n'allez pas me dire que tout le mouvement qu'il y a eu autour des 80 km ou 90 km, hein, c'est quelque chose d'important par rapport à tout ce qui arrive dans la planète. Hein. Ça éclate par un petit rien. Voilà, ben c'est ça qui se passe. Hein. Alors là-dessus, en Iran, pareil, le pétrole, mais le Brésil, mais la Colombie, qui sont en train de renverser leur gouvernement parce qu'ils augmentent. Bon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le contrat d'information ne couvre plus ce qui se passe pour les gens qui ne sont pas l'élite. Et donc, eux, ils trouvent des médias sociaux où le coût d'entrée est tellement bas, ils peuvent tous être médias eux-mêmes, ils peuvent tous couvrir sur live Facebook leur réalité, etc. etc. C'est un gain démocratique pour eux. Hein. Voilà. Si les deux contrats s'ignorent, c'est la cata. Hein, c'est ce qu'on voit, y compris en France. Voilà. Si on fait parler ces deux contrats, si on les apprivoise l'un l'autre, hein, ça peut amener au contraire l'identification du scandale et le contrat d'information qui, lui, va dire « Ok, on cherche des solutions ». Parce que lui, il reste sur un positionnement plutôt rationnel, alors que l'autre, il est plutôt émotionnel. Mais nous, les humains, on est fait des deux. On a deux cerveaux, hein, on a deux parties dans notre cerveau. Hein. On ne va pas se schizophréner juste comme ça. Hein. Voilà, donc, ça, c'est... quand on comprend ça, on démine ce qui est le moteur principal des raisons pour lesquelles les fake news fonctionnent. Voilà. Les fake news, c'est les gens d'en bas qui disent aux gens d'en haut « Vous nous avez tellement trompés, on se sent tellement trahis que, eh ben, vous savez quoi, on s'en fout. On va y aller pour ça. On va... » C'est un risque de démission, c'est pour ça qu'il faut aller contre, hein, mais c'est un signal d'alerte. Et des fois, moi, je dis, pour aller narguer tout le monde, hein, merci pour les fake news, parce que là, enfin, on commence à comprendre comment fonctionnent les médias sociaux, mais aussi comment dysfonctionnent les médias de masse d'avant. Et ils sont en ligne. C'est eux les plus gros influenceurs. C'est parfois eux les plus gros répercuteurs de fake news. Il faut quand même assumer ça. Voilà, donc, quand on comprend ça, on comprend qu'on peut se servir des deux, pas renoncer à Internet, mais envoyer des messages forts et des messages de scandale. Écoutez une Greta Thunberg qui fonctionne qu'à l'émotion, mais qui dit devant l'ONU, écoutez les experts. Elle renvoie au contrat d'info. Voilà. Elle a compris qu'on peut faire jouer les deux contrats dans le bon sens, pour avoir le plus d'impact possible et faire bouger les gens, de l'air, quoi. Voilà. Et pour la santé, c'est la même chose. Le contrat d'opinion, les gens ont commencé à se dire, mais moi je connais, mais moi il y a quelqu'un qui est devenu autiste en prenant un médicament. Et puis après, il y a ce que disait Rudy, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui montent des sites qui ressemblent à des sites médicaux et de conseils. Et puis après, il y a des gens qui sont d'anciens chercheurs ou des chercheurs un peu marginalisés qui publient dans des revues bizarres, etc., qui font que ça sème le doute, y compris chez les médecins et chez les infirmières, et qu'on se retrouve avec effectivement des gens qui font semblant de vacciner, le cas en Italie, de l'infirmière qui n'a pas vacciné plus de 500 enfants, et à bout d'un moment, parce que le vaccin, c'est pas juste une décision personnelle, quand on se prémunit, on prémunit tout le monde, eh bien, se fait la catastrophe qu'on voit, c'est-à-dire que ça devient épidémique, et on revoit venir des épidémies qu'on pensait éradiquer. Contrat de partage.
Plein. Alors, juste pour compléter sur la vaccination, c'est aussi une des choses qui est souvent oubliée, c'est-à-dire que c'est à la fois un acte particulièrement intime, personnel, de se vacciner soi ou ses enfants, d'injecter un produit dans son corps, c'est pas un acte anodin. Donc, mais c'est aussi un acte collectif, c'est-à-dire qu'on protège, y compris les gens qui ne peuvent pas se vacciner. Et d'où l'importance d'avoir une couverture vaccinale assez élevée et pourquoi les conséquences peuvent être désastreuses sur la santé publique. Non, je voudrais compléter ce que vous venez de dire parce que là où je souscris à ce que vous dites, que vous parlez des gilets jaunes, c'est que je crois que c'est pas seulement ça, mais je crois que en partie le problème est lié à une déconnexion profonde des élites, voilà, des réalités. Ça me paraît assez indéniable. Bon. Ça ne veut pas dire que c'est que le problème des élites, mais je crois que c'est évidemment une partie du problème. Cependant, je pense que, laissons les fake news de côté, mais je pense aux théories du complot. Penser que les théories du complot ne sont, que ce soit sur le vaccin ou autre chose, ne sont que le symptôme d'une défiance, je pense que c'est manquer qu'elles le sont aussi d'une crédulité. Parce que sinon, rien n'explique que, en gros, je ne me vaccine pas parce que les médecins ont trop menti. Ou le ministère de la Santé a commandé trop de doses de H1N1. Bon. On oublie quand même que les gens les plus perméables aux théories du complot qui les relayent, etc., par défiance à l'égard des médias professionnels qui ont leurs limites, qui sont critiquables, on est bien d'accord, se ruent et vont s'abreuver à des sources, mais 1000 fois plus toxiques, 1000 fois plus frelatées. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que de la défiance, il y a aussi de la crédulité. Et pour finir, pour clore cela, parce que c'est toute une partie du livre, c'est ce que j'appelle la thèse innocentiste, une manière de presque justifier les théories du complot en disant mais finalement c'est pas de la faute de ceux qui croient à ces choses-là et qui les relayent, c'est parce que nous avons trop menti. Non. Alors évidemment, c'est la palissade de dire s'il y a des théories du complot, c'est parce qu'il y a des complots. Mais autant dire que s'il y a des incendies de forêt, c'est parce qu'il y a des forêts. Non, on peut aussi s'intéresser aux pyromanes, c'est aux gens qui répandent ça, activement. Et moi, je m'intéresse en l'occurrence aux pyromanes, et je crois que ce n'est pas témoigner de l'amitié à des gens qui tombent dans cette vision-là, qui relayent ces choses-là, que d'essayer en premier de les excuser. Je pense que l'amitié, c'est commencer à dire à son ami qu'il déconne quand il déconne, quand il dit n'importe quoi. C'est lui dire non, là, ce que tu dis, ça n'est pas acceptable, ça n'est pas possible. Voilà. Là, la Terre est plate, non, je suis désolé, c'est pas possible. Parce que sinon, c'est même suggérer que l'objet de cristallisation de la théorie du complot aurait une responsabilité dans le fait qu'elle soit prise pour cible. Alors on va dire les élites ont trahi, donc le complotisme anti-élite, il est naturel, il coule de source. Ah oui, mais alors qu'est-ce que vous faites du succès des protocoles des sages de Sion, best-seller mondial qui est réédité chaque année depuis plus de 100 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les juifs, ils ont une part de responsabilité dans la détestation qu'ils suscitent? Non, c'est parce qu'au départ, il y a cet imaginaire délirant, antisémite, et qu'il y a ce faux qui est diffusé, traduit dans toutes les langues, qui va être largement publié et commenté dans l'Allemagne nazie en particulier. Voilà. Donc voilà, ce discours-là me semble devoir être quand même tenu à distance et ne jamais oublier que oui, c'est de la défiance, le complotisme, c'est aussi la crédulité. Voilà, il y a les deux. Alors d'une part, juste une petite touche pessimiste, je suis désolé, mais ce sera court. Je crois que les sites complotistes sont comment dire, visités au moins 10 fois plus que les sites anti-complotistes. Est-ce que c'est vrai, ça, ou pas? Alors, je vais vous dire, j'ai des stats très précises. Le site du Monde, c'est 109 millions de visites par mois. Le Figaro, c'est à peu près pareil. C'est les sites d'information généralistes les plus visités. Le site complotiste le plus visité, et de loin, fait 5 millions de visites par mois. C'est sur les données consolidées sur 2018. C'est Égalité et Réconciliation, c'est le site d'Alain Soral. Et après, vous avez un
un peu plus d'une dizaine de sites qui sont à plus d'1 million de visites par mois. C'est important. Hein. Moi, le site, qui est un site anticomplotiste, oui, il fait 50 000 visites par mois. Donc c'est 100 fois moins que Sorel. Mais, heureusement, la presse généraliste, grand public, professionnel, n'est pas une presse complotiste. Alors elle peut parfois aller sur ce terrain-là, mais c'est plus comme des sorties de route et de manière accidentelle qu'une ligne éditoriale, évidemment, heureusement. Donc, voilà pour les chiffres. D'accord, merci. Bon. Alors, d'autre part, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, on est un peu désarmé face à des arguments, enfin des non-arguments d'ailleurs, enfin des discours qui sont complètement irrationnels et qui du coup ne sont pas discutables au sens un peu scientifique. Je crois qu'il y a un philosophe des sciences là, qui a parlé de réfutabilité, enfin je ne sais plus comment il s'appelle. Effectivement, quand on est face à un discours complètement irrationnel, on ne peut rien dire, on peut rien. On est désarmé. Mais par exemple, mais quand même, face au, par exemple, le coup du droit au doute, on peut quand même rétorquer que le droit au doute s'applique aux idées, mais pas aux faits. Les faits ne sont pas de l'ordre du doute, ils sont de l'ordre de la preuve, enfin, etc. Mais c'est pas possible. Bon. Et d'autre part, le coup du platisme, si quelqu'un vous dit bon bah prouve-moi que la Terre n'est pas plate, on peut lui répondre mais je suis désolé, c'est toi qui affirmes que la Terre est plate, la charge de la preuve te revient. Je sais pas à moi de. Donc il y a quand même des contre rhétoriques, disons, à avoir. Enfin, d'une manière parfaitement rationnelle, on peut démonter quand même le discours de l'autre. Voilà. Alors, ouais. Oui, bah, juste pour rester sur la Terre plate, moi je sais que la Terre est ronde, pas parce que je peux le démontrer, je suis incapable, je connais même pas spécialement les arguments expliquant pourquoi la Terre est ronde, mais parce que je fais confiance en fait aux gens et aux générations qui m'ont précédé. Et parce que je fais confiance à Thomas Pesquet quand il va sur la station orbitale et qu'il prend en photo la Terre vue de l'espace. Et je vois bien qu'elle est ronde. Voilà. Donc je ne crois pas que Thomas Pesquet, la NASA et le monde entier me mentent. Voilà. Il y a un auteur qui disait si je crois que l'Australie existe, c'est parce que je ne crois pas en une conspiration des cartographes, voilà. Notamment. Donc la confiance est évidemment extrêmement importante dans les représentations qu'on peut avoir. Et donc, alors vous dites les discours irrationnels, les théories du complot, oui, elles relèvent très souvent de la pensée magique parce qu'elles vous disent que en fait la vérité, par exemple, est toujours derrière les apparences, que les apparences sont toujours trompeuses, que le crime ou une situation profite toujours, ou plutôt qu'une situation est à attribuer à ceux à qui elle profite. Alors c'est pas vrai. Hein. Il y a un exemple célèbre, c'est la guerre de sécession a fait les affaires des philatélistes. Pour plein de raisons, des nouveaux États, des nouveaux timbres, après on spécule sur les timbres, etc. Et ça ne veut pas dire que les collectionneurs de timbres sont à l'origine de la guerre de sécession, ça n'a aucun sens. Donc là, ça relève de la pensée magique. Mais dans les théories du complot, et même pas forcément les plus sophistiquées, vous avez une forme comment dire, de logique interne, de rationalité, de pantomime de rationalité en tout cas, qui fait que ça justifie qu'on doive contre-argumenter. Quand les jeunes vous disaient, après le 7 janvier 2015, ah mais il y a des photos où on voit les rétroviseurs de la voiture des frères Kouachi, donc les auteurs du massacre de Charlie Hebdo, qui changent de couleur selon les photos. Bon. Alors on sait pourquoi ils changent de couleur, c'est parce qu'ils étaient en chrome, donc ils reflétaient ce qu'il y avait en face d'eux. Donc l'explication est simple. Mais qu'est-ce que ça signifie de dire les rétroviseurs ont changé de couleur? Qu'est-ce que ça implique? Si on poursuit le raisonnement, ça veut dire qu'en fait il y avait deux voitures. Bon, très bien. Mais donc, où est passée la deuxième voiture? Il y a une équipe spéciale de policiers qui serait allée enlever cette deuxième voiture, mais elle est où? Et pourquoi? Et pourquoi faire? Enfin, vous voyez, et on peut pousser dans ces retranchements logiques ou pseudo-logiques tous les arguments complotistes comme ça, en leur appliquant une implacable critique, justement. Donc, c'est pour vous répondre sur qu'est-ce qu'on peut faire, on peut rien contre l'irrationnel, si, un petit peu quand même, un petit peu. Alors vous n'arriverez pas à rattraper par la manche les fanatiques qui sont une croyance qui n'appelle aucune discussion,
Mais ceux qui sont séduits par ces millefeuilles argumentatifs, complotistes, oui, vous pouvez les rattraper par la manche quand même, ça arrive. Oui, merci pour vos interventions. Je voulais revenir, vous avez dit, il n'y a pas que la défiance et la crédulité. Mais j'aurais envie de positionner la question différemment. C'est est-ce que les fake news, le complotisme est exogène à la démocratie, c'est-à-dire il y a des méchants à l'extérieur qui organisent ça, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'endogène à nos propres démocraties? Parce qu'il y a un ministre qui a expliqué que essayer de comprendre, c'était justifié. C'était une grosse bêtise de mon point de vue. Mais je pense que la question de comprendre cette affaire-là, et je vais donner quelques exemples. Je vais être court, je vais essayer de donner. D'abord un exemple personnel très récent. J'ai écouté les nouvelles à Rouen. Vous savez qu'à Rouen, il y a eu cette usine. J'étais en face de mon poste. Je commençais à me dire qui ment. Il y a un problème, parce que je ne suis quand même pas totalement un idiot, j'essaie de m'informer. Je ne sais pas. Et il ne s'agit pas de fake news, mais à un moment donné, si on dit qu'il n'y a pas eu d'événement, ce n'est pas un fake news, mais c'est presque un fake news à l'envers. Vous savez, c'est le fameux nuage de Tchernobyl qui s'arrête à la frontière. Donc vous voyez, il y a là un problème de crise, me semble-t-il, de la démocratie. Je ne sais pas si c'est les élites, je n'aime pas dire les élites, mais il y a une crise quand même de la démocratie dans la véracité de la parole, telle qu'elle peut être entendue, qui, je crois, pose problème. Je vais donner d'autres exemples. Au-delà du fait que la politique, elle est de plus... Il y a un président de la République, je ne citerai pas, c'est un autre, c'est pas l'actuel, qui disait ce qui est important en politique, quand on prend une décision, qu'on agit, c'est la manière dont ça passe au niveau de la communication, bien plus que l'acte, que l'influence réelle que ça sur le réel. Intéressant, c'est une vision des choses que de dire ça. Alors, je ne dis pas que ça mène aux fake news, mais tout de même, on est là dans un terrain qui devient un peu compliqué. Je voulais donner, par exemple, deux derniers exemples. Un qui me tient à cœur, mais la crise du savoir dans une démocratie. La difficulté qu'ont les enseignants aujourd'hui à intéresser un certain nombre de jeunes à l'histoire. L'histoire, c'est important dans le sujet dont on parle. Le fait que ça fasse plus sens, doublé souvent d'une crise de l'autorité, de la reconnaissance d'une certaine autorité. Ces crises-là, me semble-t-il, au sein de la démocratie, qui sont endogènes, ont à voir avec les fake news. Et je donne un dernier exemple qui n'a pas été cité. Aujourd'hui, en écologie, il y a des climato-sceptiques. Fake news, pas fake news, révisionnisme, certains les traitent de révisionnistes aujourd'hui. Certains considèrent qu'être platiste ou être climato-sceptique, c'est de plus en plus du pareil au même au regard de l'information dont on dispose. Déni du réel. Révisionnisme, de cette manière. Mais, qu'est-ce qu'ils vous disent en face? Si c'était vrai tout ça, les politiques, les gouvernements, le monde aurait réagi. S'il est vraiment vrai que dans 20 ans, on risque d'avoir de sérieux ennuis. Il y a de l'autre côté, du côté de la démocratie, il n'y a pas de déni du réel, mais il y a quelque chose qui ressemble à une non-prise en compte de quelque chose. Vous voyez, là, il y a quelque chose d'assez compliqué qui se pose tout de même. C'est-à-dire qu'on est en phase de données scientifiques, plusieurs fois exprimées, etc. On est donc face à des faits analysés, modélisés, expliqués. On a des climato-sceptiques et on a des pouvoirs qui ne sont pas climato-sceptiques. On ne peut pas leur faire ce procès, encore que certains, hélas, aujourd'hui, ont laissé au Brésil, aux États-Unis et peut-être ailleurs. Mais même ceux qui ne sont pas climato-sceptiques semblent tout de même ne pas avoir pris en compte totalement cette dimension-là. C'est quand même un sacré argument pour un certain nombre de fake news sur le sujet. Alors, Pardon. Je peux pas commenter tout ce que vous dites, mais juste sur la question, est-ce que c'est endogène aux démocraties? Je vous livre juste cette réflexion qui n'est pas de moi, qui est de François Furet, historien, spécialiste notamment de la Révolution française, qui disait que le complot recompose l'idée d'un pouvoir absolu. Finalement, la Révolution française, elle décapite le roi, le monarque absolu. Le peuple est au pouvoir, or le bonheur du peuple n'est pas réalisé immédiatement. C'est donc qu'il y a dans les coulisses
derrière les choses visibles, dans les coulisses, derrière le rideau, des puissances obscures qui s'agitent pour empêcher la réalisation du bonheur public, du bonheur du peuple. Et qu'en réalité, le pouvoir absolu, il est là, il est caché, il est dissimulé. Je crois que ça en fait quelque chose de complètement moderne. Pas seulement moderne, il y a un complotisme avant les temps modernes. Mais oui, ça accompagne évidemment la modernité et la modernité démocratique. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les fake news et les rumeurs? Vous savez, dans les villages, au Moyen Âge, aujourd'hui, dans les villages, on a la notion de rumeur. Parce que d'une certaine manière, il y a une tradition. Oui, il y a tellement de choses à dire. Là, je ne sais pas par où commencer moi non plus. Sur la dimension endogène, quand les Russes appuient sur le bouton nostalgie et sur le bouton fait religieux, ils viennent appuyer des minorités dans le pays qui sont installées. Et objectivement, et donc elles se rencontrent. Vous voyez ? Et donc, Marine Le Pen et autres va être confortée dans sa lutte contre les migrants, le risque de déplacement, etc. etc. Donc, c'est cette complexité de la mondialisation et de l'Internet transfrontière qu'on touche du doigt. Quand ça vient toucher des groupes déjà installés qui, tout d'un coup, se sentent plus seuls, font le lien avec l'Italie, font le lien, etc. etc. Bon, voilà. Donc ça, c'est cette rencontre endogène-exogène qui fait que c'est explosif, potentiellement. Quoi. Voilà. Sur comment on répond, le contre-discours, etc., etc., il y a des précis de réfutation. On va devoir réapprendre la bonne vieille rhétorique qui a été évacuée par l'école, qui n'apprend pas à débattre sans se battre, qui ne sait plus faire argumenter les gamins. Donc voilà, c'est l'éducation qui doit se remettre en cause, là, dans ses fondamentaux à elle, comme le journalisme l'a fait, comme les chercheurs commencent à le faire, pour mettre en place, effectivement, de l'air, réagir par la réfutation. Vous voyez, en sachant que les très crédules vont pas être touchés parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui font qu'ils bougeront pas, mais qu'on va toucher la zone grise autour d'eux et que donc on va quand même leur enlever beaucoup de leur potentiel de nuisance. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Dans les précis de réfutation, moi je mets en place dans les établissements des plans de réfutation où vraiment je dis il faut surtout pas laisser les gens seuls, il ne faut pas laisser les crédules seuls, il faut les entourer, il faut des équipes. Il faut les plateformes, il faut, etc., etc. Il faut les prendre dans une spirale où on ne les laisse pas s'enquister dans leur chambre d'écho là-bas tout seul. Quoi. Voilà, donc ça c'est des stratégies sur le long terme, mais qu'on peut mettre en place maintenant. Voilà, c'est... je ne vais pas commenter sur tout le reste, sauf si vous insistez vraiment. Non, surtout qu'on n'a plus beaucoup de temps. Ok. Une dernière question. Et je vais essayer d'être brève et merci pour tous ces commentaires très inspirants. En fait, vous avez parlé pour les élections aux États-Unis, il y a une manipulation avec Cambridge Analytica et Facebook derrière. Il me semble qu'il y a eu un début de procès. Qu'est-ce qu'il en est? Parce que si on se rend compte si les faits sont avérés, il faut qu'il y ait quand même un jugement, qu'on puisse aller jusqu'au bout. Et pareil pour le Brexit, une forme de manipulation avec... Yuki, ou je ne sais plus, le parti où il y a eu des manifs. Qu'est-ce qui se passe? Comment on contrebalance toutes ces manipulations pour que la vérité soit faite? Et en France, il y a quand même, enfin, c'est sur un autre sujet, mais des investigations, du journalisme d'investigation qui approfondit, qui donne envie et qui met en évidence... la face cachée de beaucoup de choses. Voilà. On voit émerger des réponses des États. Les États-Unis ont traîné en justice IRA, qui s'est passé pour un institut de recherche sur Internet. Et il y a un très grand procès qui a eu lieu, IRA versus United States of America. Donc vraiment, les États-Unis contre ce groupe qui a en fait été composé de 13 personnes implantées aux États-Unis 2 ans avant les faits, parce que c'est comme ça que s'inscrit la temporalité de la fake news en politique.
on implante les gens dans les médias sociaux et dans certaines sphères qui vont être très réactives 2 ans avant. Donc on le sait déjà sur ces élections qui arrivent, que ça fait 2 ans que les Russes se sont dessus. Donc ces 13 personnes ont été identifiées. Elles étaient bien entendu déjà parties en Russie et elles ne seront pas extradées. Mais au moins elles sont parties et leur comportement et donc la temporalité de la fake news telle que planifiée par les Russes a pu être dénoncé. Voilà, par exemple. Donc ça finit par se savoir. Et c'est ça la démocratie aussi. Et c'est là où le droit n'est pas simplement la législation. Le droit beaucoup plus constitutionnel, carrément, peut venir aider. Après, il y a aussi des phénomènes des lanceurs d'alerte qu'il faut protéger. Et donc toutes les lois qu'on voit arriver là, de lanceurs d'alerte, donc de personnes qui sont dans le contrat d'info en fait, mais ils essaient de dire il faut améliorer, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui font que nos institutions disjonctent. Et tous ces gens-là, c'est des gens qui veulent préserver l'institution. Ils prennent un énorme risque personnel, physique et de carrière et autres, parce que bon après c'est la double peine. 1, ils perdent leur travail, 2, ils sont déconsidérés, 3, c'est pour la vie. Triple peine, allez. Mais c'est vraiment un des enjeux qu'on voit arriver, le besoin de dire au contrat d'info, faites votre boulot, l'enquête, etc. Et on voit, les journalistes sont organisés internationalement maintenant, les Panama Leaks, etc., pour montrer qu'il y a des fuites de capitaux, et qu'il y a des lois qui se mettent en place, et il y a certains États qui ont utilisé ces enquêtes pour mettre en place des lois. Donc voilà, redonner du jeu et faire savoir ça, parce que les fake news, elles ont beaucoup de popularité, elles sont tellement bizarres, et on est tellement, nous, branchés pour réagir à ce qui est bizarre, que ce soit en bien ou en mal, à ce qui est nouveau, que du coup, on ne popularise pas non plus toutes les choses très importantes et très sympathiques qu'on fait de manière positive. C'est là où il faut faire attention, et bien rééquilibrer les niveaux. Merci. Qu'est-ce que vous appelez contrat de partage? Les contrats d'information? Je croyais l'avoir défini tout à l'heure. Le contrat d'information, c'est la façon dont s'est construite l'information au 19e, 20e siècle avec, on va dire, les médias de masse. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui identifient un problème et ils font appel à des experts, ils font une petite enquête et ils préconisent des solutions. Le contrat scientifique est à peu près le même. Le contrat de partage, il ne commence pas par l'identification d'un problème, il commence par la dénonciation d'un scandale. C'est insupportable. On n'en peut plus, etc. L'émotion qui appelle, parce que l'émotion fait ça, l'émotion c'est ce qui nous fait changer d'avis, ou pas, par rapport à des habitudes acquises rationnellement. Et heureusement, parce que comme les temps changent, et les choses qu'on a apprises il y a 20 ans sont plus tout à fait les mêmes. Il y a 20 ans, la Terre était plate, je vous garantis. Mais on sait maintenant qu'elle est ronde. Bon, voilà. Mais donc le contrat de partage, c'est le contrat qui dit, il y a un scandale, il faut que ça change, cherchons des solutions, et du coup qui renvoie lui aussi aux experts. Voilà. Le contrat de partage, il est facilité par les médias sociaux. C'est tout ce qui incite à partager, les likes, les recommandations, etc. etc. Voilà. Et donc il peut avoir un avantage parce qu'il alerte très vite. Les gilets jaunes, etc., ils sont sur Facebook parce qu'ils n'ont pas le droit d'accès aux médias d'information de masse. Mais quand le phénomène est repris, on arrive à des choses comme un débat national, comme à des manifs qui sont maintenant régulièrement couvertes, etc. etc. Un processus démocratique. Oui, juste pour terminer, et pour compléter pour rebondir sur ce que vous disiez sur les lanceurs d'alerte. Lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui se caractérise par une expertise, un savoir, une connaissance, et par une prise de risque personnelle, parfois physique, le cas échéant. Bon. C'est exactement ce que ne sont pas les théoriciens du complot, qui sont en général spécialistes de tout et de rien, qui écrivent sur tout sans enquêter. Je rappelle que Thierry Messant a quand même vendu plus de 200 000 exemplaires en France de son livre, expliquant qu'aucun avion ne s'était écrasé sur le Pentagone, sans mettre les pieds une seule fois aux États-Unis. Il est resté derrière son écran d'ordinateur. Donc, expert en tout et en rien. Il nous explique maintenant que Baghdadi, c'est pas ce qu'on croit, pas de prise de risque. Pour reprendre l'exemple de Thierry Messant, on va dire que je m'acharne, mais je crois qu'il est une
place importante. Il n'y a pas de prise de risque. Il est sous la protection actuellement de Bachar el-Assad. Lorsqu'il s'est agi de prendre la défense de notre dictature en Libye, il est allé en Libye, il a expliqué qu'il participait au gouvernement du colonel Kadhafi, etc. Pas de prise de risque là. Il y a au contraire un grand confort, celui d'un mercenaire de la désinformation. Donc il ne faut pas oublier cela. Et puis, je crois que j'ai oublié ce que je voulais dire ensuite, mais ça n'est pas grave, voilà. Oui, voilà. Bon, en tout cas, merci à vous. Hein.